Le 21 mai 2026, Stephen Colbert montait sur la scène du Ed Sullivan Theatre, sachant que ce serait la dernière fois qu'il le ferait en tant qu'animateur de The Late Show. Pendant 9 années consécutives, il a dominé la télévision de fin de soirée, créant l'émission la mieux notée d'Amérique, tout en récoltant les Emmy Awards et en attirant des millions de téléspectateurs nuit après nuit. Sa voix était devenue un élément incontournable de la culture américaine, un rituel nocturne pour le public qui lui faisait confiance pour donner un sens à un monde chaotique à travers l'humour et des commentaires acérés. Pourtant, malgré tout ce succès, malgré toutes ces années au sommet, CBS a décidé de baisser le rideau. L'explication proposée au public semblait assez simple. Les dirigeants ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une décision commerciale, rien de plus que des chiffres sur un tableur et des réalités économiques changeantes à la télévision. Mais beaucoup de gens ont trouvé impossible d'ignorer ce qui s'était passé quelques jours plus tôt. 3 jours avant l'annonce de l'annulation, Colbert avait fait des commentaires à la télévision nationale qui s'en prenaient directement à certains des intérêts les plus puissants des médias et de la politique, et soudain le timing a commencé à ressembler moins à une coïncidence qu'à quelque chose que les gens ne pouvaient pas facilement expliquer. Cette dernière soirée au théâtre Ed Sullivan a suscité une sensation qui ne ressemblait à aucun enregistrement télévisé ordinaire. Ce n'était pas simplement la fin d'un programme réussi. C'était comme le dernier chapitre d'une époque qui avait contribué à définir la télévision moderne de fin de soirée. Le public est arrivé en s'attendant à une fête, mais derrière les rires et les applaudissements, il y avait une tristesse persistante, le sentiment que quelque chose de plus grand qu'une émission de télévision disparaissait sous leurs yeux. CBS a gardé l'identité des invités finaux complètement secrète. Tout au long de la journée, les spéculations se sont répandues sur les réseaux sociaux et parmi les fans rassemblés à l'extérieur du théâtre. Certains pensaient que George Clooney apparaîtrait parce qu'il avait été le tout premier invité de Colbert lors de la première de la série en septembre 2015. D'autres imaginaient l'ancien président Barack Obama entrant sur scène, tandis que quelques-uns envisageaient même la possibilité que le pape Léon XIV puisse faire une apparition après que Colbert ait révélé publiquement qu'il avait écrit une lettre personnelle l'invitant. Aucune de ces prédictions ne s'est avérée vraie. Au lieu de cela, Colbert a ouvert le spectacle avec une blague sur le pape, qui se trouverait dans les coulisses et refuserait de sortir de sa loge. Le public a ri, ne sachant pas si la plaisanterie cachait une surprise qui attendait toujours derrière le rideau. Puis, dans un moment qui a instantanément électrisé la salle, Paul McCartney est sorti des coulisses et est entré sous les projecteurs. Il était impossible de ne pas remarquer l'importance de cette entrée. Ici se tenait un membre des Beatles sur la scène même où le groupe avait fait ses débuts historiques à la télévision américaine plus de 6 décennies plus tôt. McCartney a présenté à Colbert une photographie encadrée commémorant cette apparition légendaire reliant 2 époques différentes de l'histoire du divertissement en un seul geste émotionnel. Pour de nombreux spectateurs, c'était comme si le théâtre lui-même rendait hommage à son propre héritage. Au fil de la soirée, les surprises se sont succédées. Bryan Cranston, Paul Rudd, Tig Notaro, Ryan Reynolds et Elijah Wood sont apparus dans une série d'interruptions comiques, chacun prétendant qu'il méritait l'honneur d'être le dernier invité de Colbert. Le morceau était hilarant et chaotique, exactement le genre de comédie ludique que les téléspectateurs attendaient de la série. Pourtant, derrière chaque blague se cachait une conscience indéniable que toutes les personnes impliquées savaient que cette fin était arrivée beaucoup plus tôt qu'elle n'aurait dû. Le réseau a prolongé la diffusion de 17 minutes supplémentaires, lui permettant de se poursuivre jusqu'à 0h54 du matin. C'est exactement la même prolongation que David Letterman a reçue lorsqu'il a animé son propre épisode d'adieu en 2015. Le détail était symbolique, une reconnaissance discrète que le départ de Colbert faisait partie des moments les plus significatifs de l'histoire de la franchise. C'était l'histoire de la télévision qui reconnaissait l'histoire de la télévision. Pourtant, aucune célébration ne pouvait complètement masquer la réalité inconfortable qui pesait sur la soirée. L'émission de fin de soirée la plus réussie d'Amérique se terminait bien qu'elle soit en tête de ses concurrents. Les téléspectateurs n'ont cessé de poser la même question. Si les audiences étaient fortes, si les récompenses continuaient d'arriver, et si le public restait fidèle, alors pourquoi exactement la chaîne l'a-t-elle fermée ? Pour comprendre pourquoi tant de gens remettent en question l'explication officielle,
Il faut remonter à l'été 2025. Le 2 juillet, Paramount, la société mère de CBS, a accepté de payer à Donald Trump 16 millions de dollars pour régler un procès concernant une interview de 60 minutes avec Kamala Harris. Le règlement a immédiatement attiré l'attention car Paramount poursuivait simultanément une fusion avec Skydance, une transaction nécessitant l'approbation réglementaire de la Federal Communications Commission. Le moment choisi a créé une situation que de nombreux observateurs ont eu du mal à ignorer. 12 jours plus tard, Colbert s'adressait au règlement lors de son monologue d'ouverture. S'adressant directement à son auditoire, il a évoqué le paiement comme ce que de nombreux critiques appelaient déjà à huis clos. Il a décrit cela comme un gros pot de vin, prononçant cette remarque en direct à la télévision nationale devant des millions de téléspectateurs. Cette déclaration est instantanément devenue l'un des moments les plus discutés à la télévision cette année-là. 3 jours seulement après la diffusion de ce monologue, CBS a annoncé l'annulation de son émission. Officiellement, la chaîne a soutenu que la décision était purement financière et n'avait rien à voir avec le contenu de Colbert, les commentaires politiques ou tout ce qui se passait au sein de Paramount. Pourtant, la séquence des événements a immédiatement alimenté les spéculations. Pour beaucoup de gens, la chronologie semblait presque impossible à séparer de la controverse qui avait éclaté quelques jours plus tôt. La réaction a été rapide et intense. La sénatrice Elizabeth Warren s'est publiquement demandé si des pressions politiques avaient influencé la décision. Donald Trump a ouvertement célébré l'annulation sur les réseaux sociaux, exprimant sa satisfaction que Colbert ait été retiré des ondes. La controverse n'a fait que s'approfondir lorsque Colbert a répondu lors d'une émission ultérieure, lisant les commentaires de Trump avant de livrer une réfutation sarcastique qui est rapidement devenue l'un des clips les plus rediffusés de l'année. L'argument financier a également soulevé des questions car la série de Colbert n'était pas en difficulté sur le plan créatif ou commercial. The Late Show était resté le programme de fin de soirée numéro 1 pendant 9 saisons consécutives, un exploit inégalé dans l'histoire de la franchise. Il a constamment surpassé ses concurrents dans des segments démographiques clés et a continué à attirer des millions de téléspectateurs. Quelques semaines seulement avant que la controverse sur l'annulation n'explose, la série a enregistré certains de ses plus forts chiffres d'audience depuis des années. Plus remarquable encore, Colbert a remporté l'Emmy Award de la série de discussions exceptionnelle peu de temps après l'annonce de l'annulation. Cette victoire représentait un exploit historique, marquant la première fois qu'une émission diffusée en fin de soirée remportait cette catégorie. Pour de nombreux observateurs, il semblait étrange qu'un réseau choisisse d'éliminer un programme au moment même où il recevait l'une des plus hautes reconnaissances de l'industrie. Les critiques du monde du divertissement ont ouvertement contesté l'explication financière. Jimmy Kimmel a remis en question les pertes signalées et a fait valoir que les chiffres cités ne tenaient pas compte des importantes sources de revenus liées au programme. Jon Stewart a suggéré que le problème n'était pas nécessairement dû à un élément de preuve unique, mais plutôt à une culture plus large de peur et de prudence institutionnelle qui se répandait dans les médias américains. Leurs commentaires reflétaient une conviction croissante que quelque chose de plus compliqué se passait dans les coulisses. Puis David Letterman est entré dans la conversation. En tant qu'animateur légendaire qui avait fait de The Late Show une institution télévisuelle, ses paroles avaient un poids énorme. Lors d'une interview en mai 2026, Letterman a été interrogé sur l'explication de CBS pour la fin de l'émission de Colbert. Il n'a pas hésité. Il a déclaré sans détour qu'il pensait que le réseau mentait, une déclaration qui est immédiatement devenue l'une des citations déterminantes entourant la controverse. Le soutien de Letterman à Colbert ne se limite pas aux interviews. Au cours de l'une des dernières semaines d'antenne de Colbert, les deux hommes ont grimpé ensemble sur le toit du théâtre Ed Sullivan et ont mis en scène une cascade comique mémorable, jetant des meubles vers un logo géant de CBS ci-dessous. C'était drôle, absurde et incontestablement symbolique. Derrière l'humour se cachait un message clair de solidarité entre deux animateurs qui comprenaient exactement ce que signifiait cette scène et ce qui était en train d'être perdu. Alors que les lumières diminuaient lors du dernier épisode de Colbert et que les dernières notes de Hello Goodbye résonnaient dans la salle, le public se leva. Ils applaudissaient à la fois un animateur, un spectacle et une époque. La question de savoir si l'annulation était véritablement financière ou quelque chose de plus compliqué pourrait rester un sujet de débat pendant des années.
Ce dont personne ne pouvait débattre, c'était l'impact qu'avait eu Stephen Colbert, ou le sentiment que son histoire sur CBS s'était terminée bien avant que beaucoup ne le croient. C'était de la comédie, bien sûr, mais c'était aussi de la rage. Et à la fin de son segment, Letterman a regardé la caméra et a dit aux gens de CBS, selon les mots du grand Ed Murrow, « Bonne nuit et bonne chance », puis il a ajouté un mot que je ne peux pas répéter ici. Cet épisode a attiré 3,7 millions de téléspectateurs. Mais le moment qui a vraiment montré ce que Colbert représentait pour l'industrie s'est produit 10 jours plus tôt, le 11 mai, lorsque les 5 membres de Strike Force 5 se sont réunis sur la scène de Colbert. Maintenant, si vous ne connaissez pas Strike Force 5, voici la version courte. Lors de la grève des écrivains de 2023, les 5 principaux animateurs de fin de soirée ont perdu leurs émissions en même temps. Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et John Oliver ont commencé à passer des appels vidéo réguliers pour se surveiller, et ces appels se sont transformés en un podcast qui a permis de collecter des fonds pour leur personnel au chômage. Lorsqu'ils se sont retrouvés sur la scène de Colbert en mai dernier, ce n'était pas que de la nostalgie. John Oliver a qualifié l'annulation de nouvelle connerie. Jimmy Kimmel a souligné que personne ne demande à Ryan Seacrest de défendre Wheel of Fortune de la même manière que les gens demandaient à Colbert de se défendre lui-même tard dans la nuit. Et Jimmy Fallon a dit quelque chose qui, je pense, reflète parfaitement la tristesse qui régnait dans la pièce. Il a dit « Je n'ai jamais pensé que c'était un travail quand j'étais enfant. Je pensais juste que Johnny Carson était venu avec le téléviseur. » Le soir de la finale, Fallon et Kimmel ont diffusé des rediffusions de leur propre spectacle afin de pouvoir être physiquement dans le public du Ed Sullivan Theatre pour regarder Colbert signer. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la télévision de fin de soirée. 2 animateurs concurrents renoncent à leur propre temps d'antenne pour pouvoir être là pour un ami. Mais pendant que les collègues de Colbert se présentaient pour honorer ce qu'il avait construit, CBS passait déjà à autre chose. Et la personne qu'ils ont choisie pour le remplacer révèle exactement ce qui importait réellement au réseau depuis le début. Le fantôme de Johnny Carson. À partir du 22 mai 2026, au lendemain du dernier épisode de Colbert, CBS a commencé à diffuser Comics Unleashed avec Byron Allen dans la tranche horaire de 11h35. Aujourd'hui, Byron Allen est un personnage fascinant. Il a fait ses débuts en faisant du stand-up dans The Tonight Show avec Johnny Carson le 17 mai 1979. Il était encore au lycée. Il a ensuite fait d'Allen Media Group un empire de plusieurs milliards de dollars qui comprend The Weather Channel, de Griot à Steakin' Star et une récente participation majoritaire dans BuzzFeed. Mais voici ce qui compte dans cet accord. Byron Allen ne remplace pas Colbert. Il achète le créneau horaire à CBS et vend ses propres publicités. CBS ne dépense pas un seul dollar en production. Les rapports de l'industrie indiquent que cet arrangement permet à CBS d'économiser plus de 150 millions de dollars par an. Ainsi, lorsque CBS a déclaré que l'annulation de Colbert était une décision purement financière, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il ne voulait plus dépenser d'argent tard dans la nuit, point final. Ils n'ont pas annulé la première émission parce qu'elle était un échec. Ils l'ont annulée parce que ne rien faire coûtait moins cher que de faire quelque chose de bien. Colbert et Allen se sont en fait rencontrés pour un petit déjeuner le 14 septembre 2025, le matin de la remise des Emmy Awards. Selon Allen, ils ont parlé pendant des heures de leur amour commun pour la comédie Les Talk Shows et Johnny Carson. Quand Allen a officiellement obtenu le créneau horaire, Colbert lui a envoyé un texte le félicitant et faisant une blague nostalgique sur le fait qu'il souhaiterait pouvoir parler de tout cela à Carson. Et écoutez, je n'ai rien contre Byron Allen, l'homme qui a construit un empire à partir de rien. Comics Unleashed existe depuis 20 ans et a mis en vedette plus de 550 comédiens. Mais soyons honnêtes sur ce qui se passe ici. CBS a pris la tranche horaire la plus prestigieuse de la télévision américaine, la chaise sur laquelle Ed Sullivan était assis le bureau, que Letterman a construit la scène que Colbert a transformée en une institution chevaleresque, et ils l'ont confiée à une table ronde de comédie souscrite parce que c'était l'option la moins chère disponible. La réaction de David Letterman à cet échange a été de 5 mots. Ils ne veulent pas dépenser d'argent. Et alors que tout cela se produisait, le lieu où toute cette histoire s'était écrite était sur le point de faire face à son propre avenir incertain.
Les secrets de ce théâtre centenaire, le théâtre Ed Sullivan, a été construit en 1927 par Arthur Hammerstein, en hommage à son père, la légende de l'opéra, Oscar Hammerstein Ier. L'architecte Herbert Krapp a conçu le tout dans un style gothique avec des vitraux, un dôme central caché et plus d'1 millier de sièges. Il ne s'agissait pas d'un simple bâtiment comme les autres à New York. C'était une cathédrale construite pour la performance. Dans les décennies qui ont suivi, Elvis Presley est monté sur scène et a changé la musique pour toujours. Les Beatles ont fait leurs débuts américains dans cette salle le 9 février 1964 sous les yeux du pays tout entier. Les Jackson 5 s'y sont produits. Ed Sullivan a animé sa légendaire émission de variété sur cette même scène pendant plus de 20 ans. Et lorsque CBS a acheté le bâtiment en janvier 1993 pour 4,5 millions de dollars, David Letterman en a fait le siège permanent de la télévision de fin de soirée. Chaque moment majeur de l'histoire du divertissement américain a touché ce théâtre à un moment donné. Colbert a fait visiter le théâtre à Architectural Digest en mai 2026 et ce qu'il leur a montré était incroyable. Il y a des portes piégées intégrées à la scène. Il y a une porte secrète sur le balcon que la plupart des gens n'ont jamais vue. Le balcon lui-même est l'endroit où Ed Sullivan cachait les adolescentes qui criaient pour les Beatles parce qu'il ne voulait pas qu'elles perturbent le rez-de-chaussée. Derrière le plateau, Colbert a conservé une photo de son père, le docteur James William Colbert Jr., décédé dans le crash du vol 212 d'Eastern Airlines en 1974. Il a également conservé une banderole originale de la marche de 1963 sur Washington, le même événement où Martin Luther King Jr. a prononcé son discours le plus célèbre. La mère de Colbert a assisté à cette marche alors qu'elle était enceinte de lui. Le décor lui-même est offert au Museum of Broadcast Communications de Chicago, mais le théâtre n'a pas encore annoncé de prochain locataire. Il s'agit d'un monument protégé, ce qui signifie qu'il doit rester un espace de représentation, mais personne n'a dit ce qui allait suivre. Colbert a déclaré à Architectural Digest que le fait que rien n'entre ici me brise le cœur. Il a fait une pause, puis a ajouté « mais quelqu'un s'en rendra compte, et je leur souhaite toute la chance du monde parce qu'ils vont adorer ça ». Pendant ce temps, son équipe de 200 personnes n'a pas eu cette chance. Chacun d'entre eux a perdu son emploi au lendemain de la finale. Colbert lui-même a déclaré sur le podcast Strike Force 5 que personne n'était payé après cette dernière nuit. Et au milieu de toute cette perte, Colbert a dit quelque chose dans une interview qui m'a complètement arrêté. L'homme qui n'a pas pu choisir sa propre fin. Lorsque Colbert a terminé le rapport Colbert en décembre 2014, il a lui-même choisi la date. Il est entré dans le bureau de son assistante Amy Cole, lui a demandé quel était le dernier jour de production de l'année et elle a répondu le 18 décembre. Il s'est assis à son bureau et toute la finale lui est venue en un instant. Il savait exactement comment il voulait que cela se termine parce que c'était lui qui y mettait fin. Le spectacle tardif était différent. Colbert a déclaré au magazine People que cette fois, ce n'était ni son choix ni son rendez-vous. Il a déclaré que la fin ne lui était pas venue d'un seul coup comme le fut la finale du rapport. Tout s'est mis en pièces au fil des mois de réunion, puis récemment, tout s'est mis en place. Mais la chose la plus révélatrice que Colbert a dite était la suivante. Il a déclaré à People. Il a également révélé qu'avant même d'accepter le poste de show tardif en 2015, il avait suivi 4 mois de thérapie pour gérer l'anxiété liée à la relève de Letterman. Et je pense que c'est la partie de cette histoire qui manque aux gens. Nous parlons de politique, nous parlons de l'argent, nous parlons des audiences, des délais et du lien avec Trump. Mais au centre de tout cela se trouve un homme qui a consacré 11 ans de sa vie à une série qu'il a complètement consumée, et puis un jour quelqu'un d'autre a décidé que c'était fini. Dans la nuit du 19 mai, Jon Stewart s'est présenté avec 2 fauteuils inclinables, motorisés comme cadeau de retraite, et a plaisanté en disant que Colbert allait adorer regarder Matlock dedans. Mais ensuite, Stewart est devenu sérieux. Il a dit à Colbert quelque chose à travers un morceau préenregistré qui, je pense, résume parfaitement ce que signifiait le dernier spectacle et ce que sa fin représente réellement. Stewart a déclaré « C'est ce que Stephen Colbert a fait chaque nuit pendant 11 ans. Il dévisageait l'actualité, la politique, la pression et la peur, et il faisait rire les gens avant de s'endormir. Et quand la chaîne lui a dit que c'était fini, il a fait exactement la même chose une dernière fois. Le prochain projet de Colbert consiste à coécrire un film sur le Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson.
Son fils obtient son diplôme universitaire. Son frère va se marier. La vie continue. Mais la télévision de fin de soirée vient de perdre quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Et la vraie raison pour laquelle cela s'est produit pourrait être plus simple et plus effrayante que n'importe quelle conspiration. Ce n'est pas que CBS ne pouvait pas se permettre Stephen Colbert. C'est qu'en 2026, dire la vérité à la télévision tous les soirs est devenu plus coûteux que ce qu'aucune chaîne n'était prête à payer. C'est toute l'histoire derrière la fin du spectacle tardif. Laissez vos réflexions dans les commentaires parce que je veux vraiment savoir, croyez-vous, CBS, quand ils disent que ce n'était qu'une question d'argent? Ou pensez-vous que quelque chose de plus important se passait dans les coulisses?